j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti. 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier quitte le pouvoir. C'est la fin d'un régime, le début du déchoucage. Dans les rues, la colère explose, les tontons macoutes sont dans la tourmente. Plus rien ne sera plus comme avant. Mais que s'est-il réellement passé dans les coulisses du pouvoir? Pourquoi Jean-Claude Duvalier a-t-il finalement choisi de partir? Était-ce une décision imposée par les États-Unis, par les mouvements de protestation ou par ses propres doutes? Dans cette vidéo, on va revenir sur les derniers jours du duvalierisme, sur les pressions politiques populaires et internationales qui ont pesé sur Baby Doc, sur les luttes internes au sommet de l'État et sur le mouvement de déchoucage qui a suivi son départ. Installez-vous et plongeons ensemble au cœur de la chute de Baby Doc. À la mort de Papa Doc le 21 avril 1971, Jean-Claude refuse de devenir président, préférant sa vie de flambeur aux énormes responsabilités de succéder à son père. Une grosse querelle éclate alors entre lui et sa mère, Simone Duvalier. Elle l'oblige à endosser le poste et lui, il refuse. La mère et le fils s'embrouillent et le bruit de leur dispute est tellement fort qu'on pouvait les entendre aux environs du palais. Jean-Claude s'enferme dans ses appartements avec quelques bouteilles de whisky afin de réfléchir. Il met 3 jours pour se ressaisir et prendre sa décision. François Duvalier avait tout mis en œuvre avant sa mort pour assurer ce qu'il appelle la relève de la révolution duvalieriste. Il a fait baisser l'âge d'éligibilité à 18 ans, qui était 40 auparavant, afin de passer la main à son jeune fils. Mais qui était vraiment ce fils que les Haïtiens connaissaient peu jusque-là? Jean-Claude Duvalier est né à Port-au-Prince le 3 avril 1951. Quand il devient président à vie, il n'avait que 19 ans, il était timide et avait des difficultés d'élocution. Mais des mauvaises langues disent qu'il en avait 23 et que Papa Doc l'aurait rajeuni à cause de ses mauvais résultats à l'école. Il aimait les filles, les belles voitures et le whisky. Pendant les premières années de Jean-Claude Duvalier au pouvoir, c'était sa mère, Maman Simone, qui était au fond la véritable chef d'État. Autour d'elle, on retrouve les plus fidèles du régime. Le docteur Roger Lafontan, le général Claude Breton, chef des casernes des Salines, le colonel Jacques Garcia, commandant de la garde présidentielle, les frères Claude et Adrien Raymond, respectivement chef d'état-major et ministre des Affaires étrangères. On retrouve également Édouard Francisque, ministre des Finances, Fritz Cinéas, ministre de l'Information et Antonio André, directeur de la Banque centrale. À côté de cette garde rapprochée, on retrouve une multitude de conseillers dont la plupart sont d'anciens tortionnaires de Papa Doc tombés en disgrâce. Par contre, d'autres proches sont écartés comme Luckner Cambronne, l'ancien ministre de l'Intérieur de Duvalier, la sœur du président Marie-Denise et son mari Max Dominique, ainsi que Madame Max Adolphe, ancienne chef des tontons macoutes. Tous ces gens sont mis à la retraite. Pendant les premières années de son règne, Jean-Claude Duvalier ne faisait que de la figuration. On lui écrivait ses discours et il devait répéter ce que lui disait Maman Simone. Mais ça, c'est avant l'arrivée de Michel Bennett. En 1980, Michel Bennett, la belle divorcée et déjà mère de 2 enfants, voit dans le jeune président à vie l'atout pour arriver à ses fins. Avec elle, les choses vont changer. Après son mariage princier de plusieurs millions de dollars avec Jean-Claude Duvalier, elle prend les rênes du pouvoir et écarte Maman Simone et la vieille garde duvalieriste. Ce mariage va sceller le destin de Jean-Claude Duvalier et celui du régime. Sous l'influence de sa femme, Jean-Claude Duvalier va écarter les dinosaures duvalieristes, ceux qui constituaient les colonnes vertébrales du régime. Même l'ambitieux Roger Lafontan, un temps très proche du jeune dictateur, est écarté pour ses querelles avec Michel Bennett, qu'on appelait alors Madame la Présidente. Michel Bennett va aussi faire bénéficier son propre père, qui deviendra l'un des hommes les plus riches d'Haïti. Si vous voulez en savoir plus sur Michel Bennett, son emprise sur Jean-Claude Duvalier et la manière dont elle s'est enrichie, je vous invite à aller voir notre documentaire sobrement intitulé « Michel Bennett, la femme fatale ». Je vous mets le lien en description. Pendant sa présidence, Jean-Claude Duvalier a consenti quelques réformes en desserrant un peu l'étau. Il réduit l'influence des tontons macoutes et crée au sein de l'armée le corps d'élite, les léopards, avec le soutien des Américains. Il autorise également quelques libertés et les journalistes s'engouffrent dans cette brèche en osant quelques critiques. Certains vont jusqu'à critiquer des membres du gouvernement ou des fonctionnaires, mais
on n'est pas encore à la critique du régime lui-même. Les journalistes de Radio Haïti vont essayer d'aller un petit peu plus loin et ils vont le payer très cher. Le 28 novembre 1980, des hommes du régime débarquent à la station, arrêtent les journalistes présents et détruisent le matériel de la radio à coups de mitrailleuse. Les journalistes présents à ce moment-là sont conduits à la caserne des Salines. Richard Brisson et compère Philo sont torturés. Jean-Dominique se réfugie à l'ambassade du Venezuela, d'où il a pu quitter le pays. Sa femme Michèle Montas, directrice de l'information de la station, ainsi que plusieurs autres journalistes de la radio sont expulsés du pays. Cet épisode illustre bien ce que Jean-Claude appelle lui-même le changement dans la continuité. On dessert un peu l'étau pour plaire à Jimmy Carter, mais il ne faut jamais oublier qu'il est le fils de Papa Doc. Petit tigre, c'est tigre. Mais malgré tout, il était obligé de tenir compte de la mise en garde des Américains sur la situation des droits de l'homme en Haïti. Des initiatives vont naître. En 1978, l'avocat Gérard Goug crée une ligue de défense des droits de l'homme. Dans la foulée, le président lui-même crée son propre mouvement afin de se démarquer de l'héritage paternel. Et ça s'appelle CONAGEC, Comité national pour le jean-claudisme. Le duvalierisme n'a plus la côte. Le président veut se démarquer de l'image du dictateur sanglant qu'était son père. À présent, les porte-flingues du régime ne se disent plus duvalieristes, mais jean-claudistes. Mais Jean-Claude Duvalier, adoubé par ses nombreux courtisans, n'avait pas compris que son mouvement était une structure fade, sans âme ni passion. Au moins son père, terrible autocrate, avait réussi à marquer les esprits avec des méthodes bien à lui. Mais le fils avait du mal à créer et fédérer autour de sa personne. Pas grand monde ne croyait dans le leadership de Jean-Claude. Tout ce qui était autour de lui, à commencer par sa femme, était là pour s'enrichir. Au début des années 80, Jean-Claude Duvalier se proclame chantre de la libération économique. Il disait « Mon père a fait la révolution politique, moi je ferai la révolution économique ». Bon, cette révolution économique profite surtout à son beau-père, Ernest Bennett, homme d'affaires sans scrupules qui s'est bien enrichi. Pendant ce temps, la famine et la vie chère frappent en plein cœur les zones rurales. Les distributions alimentaires par les ONG et le gouvernement ne suffisent pas à subvenir aux besoins de ces populations. La nourriture qu'on distribue en Haïti à cette époque-là, les Haïtiens appellent ça sinistré. Dans ce cas, le sinistré, ce n'est pas un naufragé, mais la nourriture de première nécessité servie par l'État. En mai 1984, les premières émeutes de la faim éclatent. Le 21 mai, à Gonaïve, un soldat frappe une femme malade. Aussitôt, le quartier populaire de Raboto s'enflamme. Et en un clin d'œil, la maison du soldat est détruite et la foule galvanisée pille les dépôts de nourriture du quartier. Dans la rue, les gens commencent à crier leur ras-le-bol et certains osent accuser le président à vie d'être responsable des malheurs qui s'abattent sur Haïti. Le 23 mai, les habitants de la Fossette, un quartier populaire du Cap-Haïtien, s'emparent des camions de nourriture et des entrepôts de l'aide alimentaire. Au cours des affrontements qui vont suivre, 14 personnes seront tuées, dont 6 exécutées aux portes de la ville pour avoir détruit un panneau portant l'inscription Jean-Claude Duvalier, président à vie de la République. Le 31 mai, à Hinche, le peuple sort dans la rue pour protester contre des arrestations. Des incendies éclatent à Jérémie, des protestations à Aquin, des révoltes de paysans dépossédés de leurs terres éclatent dans la vallée de l'Artibonite, à Dondon, à Saint-Raphaël. Sous le coup du désespoir, le pays s'enflamme. Rien ne va plus. Mais Jean-Claude, encouragé par son entourage, se contente de distribuer des billets à la foule afin de calmer les esprits. Une vieille méthode de la maison Duvalier. Le père le faisait déjà. Quand il se déplace, il lance par la fenêtre de sa voiture des pièces ou des billets au peuple. Une pratique tout de même assez étrange. Entre-temps, l'Église catholique, qui était jusque-là discrète, commence à se réveiller. Le père Gérard Duclerville, salésien et présentateur à Radio Classique, est arrêté pour ses activités de conscientisation auprès des jeunes. Tous les évêques du pays signent une pétition pour exiger sa libération. Il est libéré en février 1983, quelques jours avant la venue du pape Jean-Paul II, le 9 mars 1983. Le pape
en débarquant en Haïti, s'est incliné sur le sol et baise la terre. Il avait déclaré « Il faut que les choses changent en Haïti ». Et beaucoup de gens, notamment les curés, avaient interprété cette phrase comme une invitation à s'organiser contre le régime. Certains curés déjà remontés contre le pouvoir vont accompagner les jeunes, les paysans, créer des coopératives, animent des groupes et travaillent comme animateurs à Radio Soleil. De ce mouvement vont naître des figures célèbres comme le père Jean-Marie Vincent et surtout le père Jean-Bertrand Aristide. Le 2 février 1985, plusieurs centaines de jeunes défilent dans les rues de Port-au-Prince pour une marche de la paix. Une première depuis 30 ans. D'autres jeunes dans d'autres villes du pays emboîtent le pas. Jérémy, Gonaïve et Cap-Haïtien. On entend des slogans « À bas la misère »,« Vive la démocratie »,« À bas Duvalier ». Pour la première fois, on crie haut et fort dans la rue « À bas Duvalier ». Une fois ces mots lâchés, plus personne ne pourra les arrêter. Les gens n'ont plus peur. La peur vient de changer de camp. Le 1er juin 1985, une nouvelle marche pacifique est annoncée. Cette fois-ci, au Champ de Mars, près du Palais national. Paniqué, le gouvernement interdit la marche, mais il est déjà trop tard. Le régime commence à trembler. Plus rien ne sera plus comme avant. Baby Doc est d'accord pour faire des concessions. Il modifie la constitution pour autoriser les partis politiques et s'engage à organiser des élections libres en 1987 et promet de choisir son gouvernement au sein de la majorité qui sortira des urnes. Mais tout le monde s'en fiche. Duvalier crie dans le désert, personne ne l'entend. Fin novembre 1985, à Gonaïve, un jeune homme du nom de Pollux Saint-Jean est arrêté, ce qui provoque la colère des habitants qui sortent dans la rue pour protester. Des affrontements ont lieu avec les soldats et la population. Le lendemain, soit le 25 novembre, l'armée et la milice tirent sur les manifestants. 3 écoliers du collège de l'Immaculée de Conception des Gonaïves sont tués. En seulement une semaine, les émeutes gagnent les principales villes de province. Les stations de radio proches de l'église, comme Radio Soleil, donnent les informations sur la situation. Elle sera interdite de diffusion. Les étudiants se mettent en grève. Duvalier fait fermer les établissements scolaires. Mais au début de janvier 1986, la grève scolaire est générale. Le président tente pourtant de récupérer la situation en lâchant un peu du lest. Il remanie son gouvernement, dissout la milice et ordonne que les tontons macoutes responsables des victimes des Gonaïves soient poursuivis. Il fait baisser de 10% le prix de certains produits alimentaires de première nécessité en vain. En janvier 1986, les Américains mettent sérieusement la pression sur Baby Doc. Le secrétaire d'État jamaïcain se rend à Port-au-Prince. Il est envoyé par Washington. Il vient au palais pour faire le point avec le président. Il lui fait comprendre que tout peut lui arriver. Sa vie et celle de ses proches sont en danger. Il pousse Duvalier à partir. Dans les rues, les protestations ne faiblissent pas. La situation a même empiré. L'heure est grave. Le soulèvement populaire prend une ampleur phénoménale. Une tension extrême règne dans les grandes villes. Jean-Claude Duvalier est épuisé. Il ne dort pas depuis plusieurs nuits. Sous une pression extrême, il sait qu'il doit prendre une décision. Autour de lui forment 2 camps. Il y a ceux qui le poussent à partir, le camp minoritaire, et ceux qui le poussent à rester. Ce sont les plus nombreux, dont fait partie sa mère et sa garde rapprochée. On l'encourage à reprendre en main le pays par la force, comme au bon vieux temps de son défunt père. Certains pensent que Michel Bennett faisait partie de ceux qui le poussent au départ car elle avait amassé suffisamment d'argent pour mener bon train à l'étranger. Le 30 janvier 1986, l'ambassadeur américain en Haïti, Clinton McManaway, se rend au Palais national pour discuter de la situation avec Duvalier. Mais surprise, le communiqué de cet échange de l'ambassade annonce que le président Duvalier lui-même a pris la décision de quitter le pays. L'ambassadeur, qui est certain d'avoir convaincu le président de quitter l'île, envoie un message à la Maison-Blanche. Le soir même, Lewis Speaks, le porte-parole du département d'État, annonce au monde la chute et le départ imminent de Baby Doc. Mais pendant la nuit, Jean-Claude Duvalier est revenu sur sa décision, encouragé par son entourage. En pleine nuit, le président convoque d'urgence la Chambre des députés pour qu'elle adopte l'état d'urgence. Mais la nouvelle est déjà répandue en Haïti. À Port-au-Prince, des manifestants bravent l'état d'urgence. Bilan, des scènes de pillage, des morts et quelques blessés. Mais ce n'est pas encore l'heure.
L'annonce du département d'État était prématurée. Jean-Claude Duvalier résiste encore. Nous entendons des déclarations que le président fait dans la radio nationale. Il y a juste quelques instants, le président a déclaré que le président Lapirède, raide contre macaque. Le 1er février et les jours suivants, le pays tout entier est complètement paralysé. Mais les Américains ne vont pas lâcher l'affaire et Duvalier sait qu'il a perdu la partie et qu'il lui faut plier aux exigences des Américains. Le 6 février 1986, le président surprend son entourage qui s'accroche encore, dur comme fer au pouvoir. Il convoque les ambassadeurs américains et français pour leur annoncer sa décision de quitter le pays. Jean-Claude Duvalier reçoit d'abord l'ambassadeur français pour annoncer qu'il souhaite se rendre en France et demander l'asile politique. L'ambassadeur français lui répond que le gouvernement français est disposé à l'accueillir seulement pour une période de transition de 15 jours avant de partir vers une autre destination. Mais il est finalement resté 25 ans en France. Il reçoit ensuite l'ambassadeur américain Clinton McManaway. La discussion dure plusieurs heures. Les deux hommes mettent en place les modalités de départ du président. Les Américains s'engagent à fournir un avion militaire pour le transport du président et sa famille. Le deal est donc conclu. Duvalier enregistre un court message télévisé qui sera diffusé dès qu'il aura quitté le sol national. Le 7 février à 3h du matin, le président, fatigué et amaigri, se met au volant de sa BMW. Son épouse à ses côtés, cigarette à la main. Derrière eux, une demi-douzaine de voitures dans lesquelles ont pris place les membres de leur famille et leur suite. Des taxis et 4 camions de l'armée transportent leurs bagages. Ils quittent le palais national et à 3h30, ils s'arrêtent au pied de l'avion militaire qui doit les transporter. Duvalier et ses proches s'engouffrent dans l'avion qui s'envole dans l'obscurité à exactement 3h46. La dynastie Duvalier quitte Haïti. Dès le lendemain matin, un conseil national de gouvernement dirigé par le général Henri Namphy prend le relais. Henri Namphy annonce la bamboche démocratique. Au lever du jour, la nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Les gens commencent à se rassembler autour du palais national et un peu partout dans toutes les villes. Les gens sautillent, s'embrassent, hurlent et pleurent de joie. Et bientôt, le déchoucage peut commencer. Vers 10h, on met le feu à une voiture au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Des dizaines de magasins appartenant à des membres de la famille Duvalier Bennett, à des chefs Tonton Macoute et des militaires ayant trempé dans la répression sous Papa Doc sont pillés et leurs maisons détruites. Le grand magasin de location de véhicules d'Ernest Bennett est saccagé. 2 dépôts de nourriture du centre-ville qui appartenaient à un colonel redouté sous Papa Doc sont pillés et vidés. À Croix-des-Bouquets, la maison du président déchu est investie et on emporte ce qu'on peut. Vers 10h30, la chasse au Tonton Macoute est ouverte dans les rues de Port-au-Prince. Des manifestants armés de pierres parcourent la ville et se ruent sur les maisons appartenant à des Tontons Macoute dont les méfaits sont de notoriété publique. Les Tontons Macoute les plus chanceux ont fui à l'étranger quand ils ont compris que le navire allait couler. D'autres se sont rendus aux militaires afin d'assurer leur sécurité. Ceux qui n'ont pas pu se cacher sont lynchés ou connaissent le supplice du père Lebrun. L'armée cache Madame Max Adolphe, chef des Tontons Macoute, et Luc Désir, le tortionnaire, pour éviter que la foule les massacre. La traque des Tontons Macoute va durer 48 heures et faire plus de 200 morts, dont des manifestants. La foule s'attaque même à la dépouille de Papa Doc. Bientôt, elle déboulonne la statue de Christophe Colomb qui trônait sur le boulevard du Bicentenaire. On la jette à la mer en se moquant. Puisque Christophe Colomb est si grand navigateur, il peut donc retourner chez lui à la nage, disait-on. Dans toutes les villes de province, on assiste aux mêmes scènes. Des manifestations de joie, des scènes de déchoucage et la chasse au Tonton Macoute. La question qu'on se pose maintenant, qu'est-ce qui a vraiment poussé Jean-Claude Duvalier à quitter le pouvoir? Bien sûr, les pressions étaient énormes. La rue était en ébullition, l'armée complotait, l'Église s'engageait, les États-Unis poussaient au départ. Le régime était isolé.
Tout semblait indiquer qu'il était acculé. Mais malgré tout, partir n'était pas la seule option de Jean-Claude Duvalier. Il pouvait encore tenter un passage en force. Il pouvait instaurer une répression massive, imposer l'état de siège sur une longue période, comme son père l'avait fait avant lui. Les moyens existaient encore. Certains autour de lui l'y encourageaient d'ailleurs. Pourtant, il ne l'a pas fait. Officiellement, plus tard, il dira qu'il est parti pour éviter un bain de sang, par respect pour la volonté populaire. Une version qui arrange l'histoire, qui lui permet de partir la tête haute. Mais au fond, la vérité est sans doute plus intime, plus personnelle. Il faut se souvenir qu'à la mort de Papa Doc en 1971, Jean-Claude Duvalier n'avait aucune envie de devenir président à vie. Il rêvait d'une autre vie. Loin de la politique, loin des responsabilités, loin du pouvoir. C'est sa mère, Simone Duvalier, qui l'a forcé à endosser ce rôle. Ce sont les barons du régime qui ont décidé pour lui. Dès le départ, ce pouvoir ne lui appartenait pas vraiment. Pendant 15 ans, il a gouverné sans jamais être totalement maître de son destin. D'abord sous l'influence de sa mère, puis sous celle de son entourage et enfin sur l'influence de son épouse. Il a rarement dirigé par conviction. Il a surtout suivi le mouvement. Alors, quand le régime commence à vaciller, quand tout devient trop lourd, trop dangereux, trop incertain, il ne s'accroche pas. Il ne se bat pas jusqu'au bout. Il ne cherche pas à devenir un martyr du pouvoir, parce qu'au fond, ce pouvoir, il ne l'a jamais vraiment désiré. Quitter le pays, c'est aussi pour lui une forme de libération, une manière de sortir d'un rôle qu'on lui a imposé dès l'adolescence, une manière de reprendre enfin le contrôle de sa propre vie. D'ailleurs, plus tard, il affirma qu'il a pris seul la décision de partir. Vrai ou faux, peu importe. Ce qui est certain, c'est que le 7 février 1986, Jean-Claude Duvalier ne fuyait pas seulement la colère du peuple, il fuyait aussi un destin qu'il n'a jamais vraiment choisi. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.